me disait, c'est que le grand peuple, il dit pas que des conneries. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant? Votre émission de télé préférée? Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie? J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer... Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Bonjour les gens, soyez les bienvenus. C'est le deuxième numéro d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez écouté le premier numéro sur Final Fantasy ou peut-être que vous débarquez sans savoir où vous mettez les pieds, quoi qu'il en soit, merci à vous. On vous rappelle rapidement le concept du podcast. On réunit une petite équipe différente à chaque émission, des gens qui se connaissent ou pas, pour parler d'une Madeleine de Proust qu'on a en commun et qu'on aime encore aujourd'hui. Nico, tu respires trop fort sur ton... Je suis accompagné par 4 chevaliers de bronze. On a d'abord Elisa. Coucou. Qui es-tu, Elisa? Je m'appelle Elisa et je suis née en 1984. On a Marc. Bonjour. Qui es-tu, Marc? Moi, je m'appelle Marc. Bonjour. Bonjour, Marc. J'ai 38 ans et j'écris des sujets sur la pop culture et je fais du podcast sur cloneweb.net. Et tu es l'animateur du Happy Hour où j'ai eu l'occasion de passer quelques fois. Je vous remercie. Éléonore. Bonjour, je suis Éléonore, je suis traductrice et romancière. Et on a Nico. Bonjour, je suis Nicolas et je suis avocat, sous l'influence d'Hadès d'ailleurs, et également un peu historien à mes heures, puisque j'ai publié 2 bouquins d'histoire ces dernières années. Et tu es avec moi dans le dernier épisode Dommage collatéral qui parlait d'Alexandre Dumas, c'était très bien. Merci à tous les 4 d'être là, on est ensemble pour un peu plus d'1 heure et on va parler de l'un des dessins animés cultes de notre enfance. Alors pourquoi les Chevaliers du Zodiaque ou Senseiya pour les puristes? Parce qu'en fait c'est moi le chef et que je fais ce que je veux et que c'était certainement l'un des gros kiffs de mon enfance. Je crois qu'avant même Star Wars ou plein d'autres trucs qui ont suivi, c'est la première œuvre qui m'a réellement fasciné quand j'étais gosse. Mais il semblerait que je ne sois pas seul dans ces conditions, vu la petite assemblée autour de moi. Qui veut présenter Senseiya en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Marc fait non de la tête. Les filles se regardent. Alors, je vais le faire avec brio, évidemment. Donc Senseiya, c'est des jeunes garçons, pas que japonais, mais il y en a aussi un petit peu, qui ont été entraînés à être des guerriers depuis qu'ils sont tout petits. Et la première fois qu'ils se rencontrent, c'est parce qu'il y a un tournoi où ils vont gagner une armure magique. C'est des armures qui leur donnent des pouvoirs et qui les aident à faire des attaques plus puissantes. Et c'est un peu comme aux Jeux Olympiques, il y a des armures de bronze, celles pour les petits newbies. Donc l'armure qui est à gagner, c'est une armure de bronze. Et puis il y a des chevaliers d'argent et des chevaliers. C'est pas du tout ça. Je raconte l'armure d'or du Sagittaire qui est à gagner. Sans déconner. Et oui. Mais personne l'a obtenu, non? Non. Oui, c'est ce que d'autant que c'était pas là. C'est bien toute l'histoire. Voilà. Eh bien, j'ai raconté n'importe quoi. T'avais de grandes bases quand même, à part cette erreur d'armure. Tu veux rajouter quelque chose, Nico? Oui, effectivement, pour continuer là-dessus, c'est une saga qui implique des jeunes garçons, voire des très jeunes garçons. Ils ont 12 ans. Que je réalisais pas, ils ont 12 ans, ouais. Entre 13 et 15 ans. Ouais. Et ce que je réalisais pas, on y reviendra peut-être aussi quand on parlera du doublage de cette série, qui au fond sont les réincarnations de divinités ou semi-divinités ou animaux mythologiques en fait, et qui sont amenés à porter... non, mais certains
Martin. Pour les méchants, oui. Ah Non, oui, c'est pour- vrai, il faut préciser. Ah, oh là, tu vas loin. Oui, d'accord. En fait, si tout ça nous parle des constellations, puisqu'en fait, les chevaliers ont des armures qui représentent une constellation. Donc, c'est pour ça qu'il y a le cygne, le lézard. Oui, promis. La licorne. La licorne. Et parmi les 5 personnages principaux, Et donc, des- il y a le cygne, le dragon, le Andromède, le phénix et Pégase. Donc là on parle du dessin animé, mais c'est tiré d'un manga de Masami Kurumada, si je dis pas de bêtises, qu'on a tous découvert à peu près à la même période. Mais je vais lancer le timer, donc on a 1 heure tout pile pour parler de Senseiya. C'est parti. On va commencer par la question rituelle, le petit tour de table. Quand vous avez découvert Senseiya ou les Chevaliers Zodiac, quelle période, à quel âge, etc. Marc. C'est à moi de commencer. C'est à toi. Moi j'ai découvert Senseiya lors d'une des premières diffusions, sans doute en 88 ou en 89 dans le Club Dorothée. J'ai une petite particularité, c'est que j'habitais à l'étranger à l'époque et que je revenais en Europe pour les vacances d'été. Et que du coup, moi, j'ai découvert la série uniquement via les rediffusions estivales du Club Dorothée été, puisque j'avais jamais vu les séries pendant leur diffusion normale. Et ce qui était un peu étrange du coup, puisque je découvrais les épisodes sur une période de 2 mois d'été. Et il y a des pans de l'histoire que j'ai vu dans le désordre en fait. J'ai vu d'abord le sanctuaire, et puis l'été d'après ils décidaient de diffuser Asgard et je voyais Asgard, et puis ils revenaient en arrière parce que les diffusions n'étaient pas toujours logiques, et du coup voilà, ça a démarré comme ça. D'accord. T'avais quel âge du coup? J'avais, on peut dire ça, j'avais 9 ou 10 ans, ouais, j'avais une dizaine d'années. D'accord. Elisa. Moi c'était au Club Dorothée. Alors, la combienième diffusion, j'en ai pas la moindre idée. J'avais quelque chose comme peut-être 8 ans. Et en fait, ma maman voulait pas que je regarde parce qu'elle trouvait que c'était trop violent. Donc, je regardais ça un petit peu en loose day. Et chez une copine qui, elle, avait le droit de regarder parce qu'elle avait des parents mieux que les miens. Nico? Moi, c'était la première diffusion en France au Club Dorothée à partir de 88. Et en fait, paradoxalement, c'est une série que j'ai pas aimée au début. J'entrais pas dedans du tout. Mais c'était la série qu'il fallait absolument avoir vue pour s'intégrer à la bande de potes à l'école. C'est-à-dire que le lendemain... La pression sociale déjà à cet âge-là. C'était ça. C'était diffusé le mercredi après-midi, je crois. Et le jeudi, tous mes potes en parlait. Donc à force, j'ai fini par suivre cette série de manière plus assidue et par y trouver de l'intérêt, puis par en tomber totalement amoureux. Mais ça a pris du temps en fait, hein. Et sachant que pour moi l'apogée ça a été la bataille du sanctuaire. Mais oui, en fait, ça a été une série qui très fortement marqué mon imaginaire dans les années 80. Ouais. Et j'avais une petite dizaine d'années à l'époque. Ouais. Éléonore. Comme Nicolas, j'ai découvert lors de la toute première diffusion en 88, donc j'avais 5 ans. Et alors moi, ça a été un coup de foudre immédiat. Comme je le dis toujours, je pense que Seiya était mon premier amour. Et en fait, j'étais une fille, donc c'était pas très très logique qu'en tant que fille, je regarde ça. Propos sexistes. Oui, mais on était en 88, ma bonne dame. Pression sociale voilà. aussi. Et en revanche, je me souviens que mes voisins, les petits garçons qui habitaient à côté de chez moi, adoraient jouer à ça et à se castaner sur la terrasse en disant « Je suis le chevalier du dragon et je suis le chevalier de Pégase ». Voilà. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qui vous a tout de suite plu dans la série? Tu me regardes, mais j'en sais rien en fait. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, je regardais beaucoup de séries de garçons parce que j'ai toujours aimé les grands héros un peu justiciers et qui défendaient la veuve, l'orphelin, etc. Et j'ai découvert Senseiya grâce à la diffusion télé, un peu presque par hasard entre guillemets, et ça m'a tout de suite plu parce que ça correspondait à peu près au genre de choses que j'aimais regarder, des gens avec des pouvoirs. En plus le début, l'armure d'or, toute la partie sur l'armure d'or, une fois le tournoi passé, ils ont un petit côté, il y a des scènes de ville où ils ont un petit côté justicier. Et du coup, j'ai tout de suite accroché à ça. Et puis après, on se laisse prendre au jeu, on trouve que c'est cool, il y a de l'action, et voilà, ça fait le taf. Parce qu'il y a un petit épisode introductif, ensuite tout de suite le tournoi, puis ensuite ça s'ouvre directement sur quelque chose de plus grand, et c'était assez intelligent parce que chacune de ces parties est super intéressante, quoi, en fait. Quand tu découvres ça, tu dis une nouvelle brique à l'univers, etc. Et Elisa, qu'est-ce qui t'a plu, toi? Moi, je crois que c'était beaucoup l'aspect magie. Moi, j'ai toujours voulu faire de la magie depuis toujours.
Et le fait que, même s'ils n'ont pas du tout l'air d'avoir 13 ans, on le sait. Et du coup, c'est censé être plus ou moins des enfants. Et donc, ça fait plaisir. On se dit, moi aussi, je suis un enfant, je vais encore à l'école. Mais en fait, si je voulais, je pourrais faire aussi de la magie et casser du grand méchant. Et même des gens qui ont un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre, genre Botalifas des Chevaliers d'Or. Et ça, je crois que ça me plaisait bien dans mon petit Che Guevara intérieur de 8 ans. Ilona ? Moi, je pense que d'abord, il y a le côté bizarrement coloré qui m'a plu parce que. L'aspect Sentai un petit peu. Oui, peut-être, exactement. Mon autre grand amour de l'époque, c'était Bioman, hein, comme quoi. Je vois des liens entre les deux. Voilà, exactement. Il y avait des liens entre les deux. Non, sinon, au-delà de ça, un peu comme Elisa, le côté pouvoir. C'était des personnages qui avaient du pouvoir. Moi, j'étais fascinée aussi par le personnage d'Athéna, qui était une figure féminine tutélaire qui dirigeait ces guerriers-là. Bon, après, en fait, j'ai trouvé que le personnage de Marine était vachement plus intéressant, mais c'était plus tard. Parce qu'elle connaît la bagarre, elle. Exactement, parce qu'elle se bat et qu'elle a un masque. Mais voilà. Et sinon, je pense aussi parce que j'étais déjà intéressée par la mythologie grecque. Ah, je l'attendais quand même. Ça me parlait. Voilà. Nico ? Sur la mythologie grecque également, parce que c'est une série qui a un vrai fond mythologique en la matière. Pas que la mythologie grecque d'ailleurs, la mythologie nordique également. Par la suite. Mais c'est une série qui a fini par me plaire. Et alors que j'étais gamin, par sa complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des forces du bien contre les forces du mal. Cette espèce d'innocence qu'ont ces jeunes garçons contre finalement des adversaires qui sont parfois un peu beaucoup plus adultes qu'eux. Mais il y a cette complexité de l'univers, des personnages également. C'est une série où il y a très peu de salauds purs. Il y a très peu d'enfoirés de première catégorie. En tout cas, dans cette partie que moi j'ai vue à l'époque, les chevaliers de bronze sont souvent confrontés à des chevaliers adverses qui sont manipulés par quelqu'un d'autre, qui sont pas forcément des méchants, mais qui se battent pour ce qu'ils croient être leurs valeurs. Et valeurs qui vont malheureusement être usurpées et détournées par des individus peu recommandables. Ou pour le système. Ouais, mais c'est quelque chose qui me plaisait. Et quand je disais que j'ai fini par commencer à accrocher à cette série, c'est un épisode très précis où je sais plus quel chevalier affronte l'un des chevaliers noirs. Et ce chevalier noir va en fait finalement plus ou moins changer de camp et presque lui sauver la vie, va lui rendre service et du coup celui du dragon, je crois que c'était le dragon noir, et qui lui sort une phrase du style, je crois que c'est grâce à toi, je crois qu'il sort ça à Shiryu, je crois que c'est grâce à toi que j'ai découvert la valeur du mot amitié. Il sort une phrase de ce genre là, et là quelque chose s'est déclenché en moi à ce moment-là. Je me suis dit mais c'est incroyablement fort. Ouais, exactement. J'ai trouvé ça puissant, et je me suis dit tiens, un méchant qui est capable de changer d'avis, ça m'a impressionné. Et par la suite, c'est une des thématiques qui reviendra souvent dans la série, pendant la bataille du sanctuaire à Asgard, moins peut-être devant Poséidon, sous la bataille de Poséidon, ça arrivera, effectivement, mais ça c'est quelque chose qui arrive souvent, et c'est peut-être ce qui me plaît le plus dans cette saga. Et à côté de ça, qu'est-ce qui me plaisait également, la musique, mais aussi le fait que ce soit bien dessiné, bien animé. On est dans les années 80 quand même, et c'est une époque où les dessins animés, c'est pas encore trop ça. Et c'était un dessin animé de baston, où on assistait à de remarquables batailles, des combats entre les différents protagonistes, et c'est quelque chose qui m'a impressionné également très fortement. Moi, j'avoue que j'ai découvert le manga beaucoup plus tard et j'ai été très déçue à cause du chara design. C'est un des rares mangas de ma connaissance où le chara design est meilleur dans l'animé que sur le manga, justement. Ah, là, pour le coup, c'est un peu le jour et la nuit. Ouais. Oui, voilà. C'est-à-dire que Kurumada, il avait beaucoup de bonnes idées, mais alors, il sait mieux dessiner les armures que les personnages. Je crois que le caractère designer de la série s'appelle Shingo Araki. Alors, je vérifierai. Tu parlais de ton premier épisode marquant ou premier épisode préféré. Est-ce qu'il y en a un pour vous qui est marquant, que vous vous souvenez plus que les autres, un moment Alors moi, je me rappelle d'un épisode en particulier assez étrange parce que complètement décalé. C'est l'introduction des Chevaliers d'Acier, qui étaient des robots, si je me rappelle bien. Oui, c'était des armures robotiques. Des armures robotiques, et qui étaient des gens complètement décalés et qui étaient une espèce de tentative d'injecter de la technologie dans un univers magique. Ça n'a pas duré très longtemps, mais non, parce qu'en fait, c'était réclamé par Bandai.
D'accord. C'est Bandai qui a fait créer ces personnages-là pour vendre des figurines. Pour vendre des figurines en plus. Et moi, je trouvais, en tant que gamin d'époque, je trouvais leur pouvoir et leur armure cool. Donc, j'aurais typiquement pu acheter des figurines. Et ils ont complètement disparu parce qu'en fait, d'un point de vue histoire, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais ça a fait partie de mes premiers souvenirs marquants. Et un autre qui a sans doute parlé à tout le monde aussi, c'est une de ces scènes censurées pendant le combat contre les Chevaliers Noirs où Yoga, je crois, se fait arracher le cœur. Attends, si ça me parle. Et en fait, il y a le rosaire de sa maman qui est dans son plastron, un truc du genre. Un truc comme ça, il se fait enfoncer la main. Et d'ailleurs, à l'époque, enfin, on en parlera sans doute à un autre moment, mais le Club Dorothée avait censuré l'épisode où on voit pas l'arrachage de cœur. Mais par contre, il finit tout l'épisode avec un gros trou dans la poitrine plein de sang, quoi. Mais comment ça s'est passé? Et quand t'es gamin et que tu découvres ça, t'es pas stupide, tu sais ce qu'il y avait derrière. Bah justement, moi, l'épisode dont je me souviens, j'étais chez cette fameuse copine dont les parents la laissaient regarder. Et c'était l'épisode où Yoga était face à Milo du Scorpion. Ouais. Et où il se fait percer l'armure et la peau avec l'ongle lacéré de Milo. Et il saigne de absolument partout. Et en fait, moi, j'étais inquiète, quoi. Je pensais qu'il allait mourir, sauf que bon, voilà, j'étais avec une copine, je voulais prendre un air dégagé, et c'était mais il va s'en sortir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Et à la fin, quand Milo le remet en état, en lui mettant une espèce de touche acupuncture avec son doigt, son griffe, et que ça le remet sur pied, je fais quoi? On peut arrêter une hémorragie pareille en appuyant quelque part? Et ça me... J'étais pas satisfaite, en fait, parce qu'il avait perdu quelque chose comme 3 litres de sang, et jusqu'au fond de mes 7 ans, je me disais, c'est un peu facile quand même. Tu voulais réagir? Sur cet épisode, parce que pour moi, c'est mon préféré. Ouais. Et pourtant, c'est pas le mieux dessiné. Ça a été dessiné par les types qui dessinaient Ken le Survivant, quand même. Donc, c'est pas le meilleur dessin. Mais c'est un épisode que j'ai trouvé génial. Parce que le Chevalier du Scorpion, jusqu'à présent, il était perçu comme un monstre. Il avait détruit l'île d'Andromède. C'était un type qui avait une réputation d'extrême dureté. Et il passait vraiment pour le méchant de service. Et moi, je m'attendais à quelque chose d'assez ordinaire. Et en définitive, non. On retrouve ce que j'exposais au début, c'est-à-dire Yoga qui, par son courage, son abnégation, sa ténacité, et peut-être beaucoup de chance aussi, va parvenir à vaincre ce chevalier, non pas en lui portant des coups, enfin si, il lui porte des coups, mais en transformant son mental. C'est-à-dire que ce chevalier va comprendre finalement qu'il est dans l'erreur. Milo va comprendre que depuis le début il s'est planté, qu'il n'a pas incarné le camp des forces du bien, et qu'au contraire ce Yoga qu'il est en train de maraver, c'est finalement ce Yoga qui est dans le vrai. Et du coup il va lui sauver la vie, et tout en lui balançant une phrase de badass, j'ai envie de voir jusqu'où t'es capable d'aller, enfin sous-entendu t'avais raison mais il faut que je le dise de manière classe. Et vraiment cet épisode je l'ai trouvé vraiment remarquable. C'est un épisode qui fait vraiment rappel à un concept très important dans cette série aussi, c'est le sens de l'honneur. Et j'ai trouvé vraiment cet épisode génial, et pourtant il est mal dessiné, quoi. Éléonore? Alors plutôt qu'un épisode, moi c'est plutôt des moments marquants. Il y a celui où effectivement Saori prend la flèche dans le cœur, qui est le grand déclencheur du meilleur moment de cette série, la bataille du sanctuaire. Et il y a un autre moment qui m'a beaucoup marqué, surtout qu'à l'époque j'étais pas tout à fait dans le même cas, mais c'est celui où Iki vient encore une fois à la rescousse de Shun. Je crois que nous sommes dans la maison du frère. Voilà, je crois que nous sommes dans la maison du poisson, il me semble. J'ai un doute, et en fait, ou peut-être dans celui du cancer. Où en fait, je crois que c'est le cancer, masque de mort. C'est cancer, ouais, parce que voilà. Et il l'envoie aux enfers, et il lui dit, et en fait on voit Iki, enfant, qui porte son frère bébé. Ah ouais, putain, c'est atroce, ça. Il lui dit, il faut que tu laisses ton frère de côté, si tu c'est poses la ton frère par terre. C'est la Vierge. de la Vierge, ouais. Le cancer, c'était Shiryu. Le cancer, c'était le tueur en série du sanctuaire. Et il lui dit, il faut que tu poses ton frère par terre pour avancer. Et donc Iki, qui doit avoir 3 ou 4 ans sur ce souvenir ou sur cette scène, dit, non, je poserai pas mon petit frère par terre. Et moi, je venais d'avoir une petite sœur, je me disais, putain, mais pourquoi tu le poses pas par terre? On a 2-3 personnes dans le public. Il y a un Fabrice, si tu voulais réagir. Je rebondis sur Iki parce que ma première scène marquante, c'était justement la fois où il mourait pour la première fois, en guillemets, quand il se retrouvait à se battre contre son maître qui lui avait inculqué la haine,
Et les épisodes m'avaient traumatisé parce qu'il était obligé de tuer des gens qu'il aimait et tout. Et il se sacrifiait en fait pour sauver le reste des chevaliers. Et il y avait cet hommage à la fin, oui, tu es le meilleur d'entre nous et tout ça. Et c'est ce jour-là que je me suis dit Kiki, c'était vraiment le meilleur. Pourquoi je suis pas surpris de connaissance? Arnold? Un moment plus marquant de mon enfance qui me revient, ça va être justement ce combat Shiryu contre le Chevalier Noir qui est son double, où le maître Mo a bien dit à Shiryu qu'il fallait pas qu'il continue à se battre. S'il perd une goutte de sang, il va crever. Et devant la pugnacité de son adversaire, il est obligé de faire péter son cosmos. Et il vainc son adversaire, mais dans une mare de sang. C'est-à-dire qu'il est écroulé par terre dans une mare de sang. Et il y avait des bruitages absolument dégueulasses pour l'hémoglobine qui coule. Et moi, quand j'étais gamin, ça m'avait vraiment marqué. Enfin, il saigne vraiment même des yeux, quoi. C'est partout. Ça, c'était assez. C'est ça que je me suis dit, je suis comme devant un truc un peu particulier. Et en même temps, je suis mal à l'aise, mais fasciné par ce que je vois. Et, ouais, la pugnacité des personnages et le sens de l'honneur, comme tu disais, ouais, ça te transparaît dans des scènes comme ça. Ouais. Ça, c'est mon plus gros souvenir, je crois. Moi, juste avant, moi, le mien, enfin, c'est peut-être pas mon plus gros souvenir, mais c'est peut-être le plus marquant. Enfin, c'est pas le moment que je préfère, mais c'est le plus marquant. C'était quand Yoga meurt. Enfin, dans la temple, dans la balance, qui rencontre ce qui est le maître de son maître dans le dessin animé, et donc il a d'abord plein de respect, de déférence, et en fait il apprend que non mais je te laisserai pas passer, voilà, c'est tout, et il y a un combat, il y a un débat d'idéologie qui s'affronte, qui se met en place par-dessus le combat en lui-même, et à la fin Yoga meurt, et tu te dis mais putain c'est pas possible, et je reviens à ce qu'on disait dans la première mission sur Final Fantasy avec un personnage qui meurt. Quand t'es tout petit et que t'as pas habitué à voir des personnages mourir, bah, quand c'est une des premières fois tu dis ce n'est pas possible, et c'est encore plus fort parce que moi je me souviens que cet épisode je l'ai vu avec ma soeur qui avait 11 ans de plus que moi, Elisabeth. Ouais, Nico la connaît donc il hallucine, et elle a chialé parce que c'était son perso préféré. Non, mais épisode sponsorisé par Kleenex aussi, mais faut reconnaître. Mais c'était juste pas possible quoi. En plus il a une mort, mais bon il se laisse aller quoi. Il se dit bon bah j'ai fait ma mission, je pars quoi, et donc tu chiales et tu rechiales encore parce qu'après tu vois que son maître qui lui fait un cercueil de glace, enfin t'entends ses pensées en voix off et tu apprends qu'il a plein de respect pour ce personnage qui chiale à son tour. Tu dis mais c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça, et la musique est par-dessus, mais j'étais effondré à la fin de ce truc quoi. Tu voulais réagir sur autre chose? Oui, mais d'autant que c'est le chevalier du Verseau, hein, il exécute entre guillemets Yoga au sens large, enfin il cherche à le protéger. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce chevalier d'or, hein, c'est que lui il ne s'inscrit pas du tout dans la logique il faut que nous, chevaliers d'or, défendons le sanctuaire, le grand peuple contre ces usurpateurs que sont les chevaliers de bronze. Lui il est là pour former Yoga, et malheureusement Yoga va échouer au test. Il va passer son premier permis de conduire à cette occasion et malheureusement il va pas respecter les priorités, et du coup le chevalier du Verseau va s'efforcer de le protéger du monde qui l'entoure. Enfin, c'est vraiment un épisode du point de vue même psychanalytique qui est incroyable en fait, et qui devrait être analysé. Enfin, je pense que ça prendrait des heures pour l'analyser. Mais je crois qu'il y a plein d'éléments, comment dire, non seulement de scénarisation, mais d'éléments de la vie en fait qui se retrouvent dans cette série, insufflés dans des petites. Fabrice, tu auras la parole plus tard. Qui se retrouvent. On va laisser la parole à les invités, hein, si tu veux bien. Il y a plein d'éléments qui se retrouvent, comment dire, dans ce scénario qui font vraiment grandir le spectateur, quoi. Tu vois, et moi, bah, quand on s'est rencontrés, Nico et moi, on a très vite fait allusion à Senseiya pour parler de comparaison, pour exprimer nos propos, quoi. C'est resté tout ce temps là. Du coup on a commencé à parler de nos épisodes préférés, vos persos préférés. Si vous devez choisir qu'un chevalier, pas forcément de bronze, toute classe confondue. Ah c'est dur hein. Vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Côté bronze, alors au-delà de Seyar avec un R comme dans la version française, au-delà de Seyar, moi j'ai toujours bien aimé Yoga, mais si on prend toutes les séries dans leur intégralité et qu'on va très très loin même dans les trucs récents, moi j'aime beaucoup Doko version adulte, Hades. Le chevalier de la balance, que je trouve très intéressant et qui est très bien traité dans Hades, et j'avais beaucoup accroché avec ce personnage là. On va en parler un peu plus tard des autres séries et spin-off. Elisa. Mu du Bélier, évidemment. Qui est là avec nous, on a une petite figurine que vous avez apportée. Quelque part, c'est le seul qui a compris que ce qui se passait dans le sanctuaire, c'était pas normal, et que les chevaliers de bronze, il faut les laisser passer et qu'il faut les aider. Il
il a à la fois une très 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 grande classe, mais en même temps, il fait peu de choses dans le chapitre du sanctuaire. Et je pense que justement, on sent toute la puissance cachée derrière ce type qui... Que le spectateur connaissait en plus à l'origine, quoi. Pour eux, c'est un allié slash marchand à qui on pouvait aller. Le réparateur d'armure. Et là, bim, c'est le premier des ennemis, quoi. Qui n'en est pas un, mais il y avait un sacré sens du twist, ouais. Mais sacré perso, ouais. Il a des grands cheveux mauves, il est un petit peu féminin et on se dit oulala, celui-là, le jour où il va se battre, on va en prendre plein la gueule. Mais voilà. Et ça met du temps, mais effectivement, une fois que ça arrive. Elena ? Au début, pas trop, mais au fur et à mesure, je crois que c'est Andromède qui est devenu mon chevalier préféré parce que c'est celui qui se bat uniquement en ultime recours. C'est celui qui ne veut pas se battre, mais qui finit par s'y faire, résoudre parce qu'il n'a pas le choix et parce que toute autre solution est impossible. Donc, un petit côté pacifiste, je ne sais pas. Ou alors c'est l'armure rose. Nico ? Moi j'en ai plusieurs, mais je pourrais faire effectivement catégorie par catégorie, mais pour parler du préféré de chez préféré, Saga des Gémeaux, parce que je suis un fan absolu des personnages torturés, et en matière de personnages torturés, je crois qu'on fait pas mieux dans la saga. C'est quelqu'un qui a un petit côté Athos des Trois Mousquetaires, mais en même temps il est fou. Il souffre de dédoublement de la personnalité. Alors ce dédoublement, il a des origines assez énigmatiques, selon qu'on se situe dans le manga ou dans le dessin animé. Mais il est capable de la plus grande noblesse quand il est, je dirais, Athos. Mais il est aussi capable de la plus grande cruauté lorsque le mal s'empare de son esprit. Et l'épisode final de la bataille du sanctuaire où il est complètement écartelé entre ces deux personnalités, je le trouve vraiment remarquable pour ça. Et on a parlé du Chevalier de la Balance aussi, mais le Chevalier de la Balance avait une très belle formule pour le qualifier, c'est-à-dire il disait voilà, c'est quelqu'un qui est plus à plaindre qu'à blâmer. Oui, tout à fait, ouais. C'est certes un criminel, même un criminel de guerre, on peut le dire, mais pour autant il a un destin absolument tragique en fait, et qui encore une fois a des origines variées selon qu'on se situe dans l'une ou l'autre des œuvres. Je vais d'abord demander aux autres qui est leur chevalier préféré. Choix cornélien, mais je crois que je vais opter pour Yoga. Pareil pour le côté un peu torturé, pour le côté comme on disait pour Cloud tout à l'heure, je suis très froid, mais en réalité, j'ai beaucoup de problèmes existentiels. Moi, je me rappelle que ça me perturbait beaucoup le rapport qu'il a avec sa maman, ce jeune homme. Et au final, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est le personnage le plus sympathique à suivre, mais qu'au final, c'est peut-être même le plus faible des 5 chevaliers, malheureusement. Et qu'avec son charisme, il y arrive quand même, quoi. Il arrive quand même à fasciner de bout en bout. Et j'aime beaucoup son combat contre le Verseau, qui est le plus court du sanctuaire. Il fait un épisode à tout péter. C'est expédié, mais c'est expédié avec une telle finesse dans l'émotion que c'est nickel, quoi. Yoga, ouais, vraiment Yoga. Aris. C'est Iki, mais pas forcément pour la bagarre, c'est vraiment parce que c'est celui qui a tiré l'île la plus pétée lorsqu'il était petit, et son enfance est horrible. En fait, il s'est retrouvé sur une île où il est tombé amoureux de la... De quoi ? C'est même plus compliqué ça, parce que c'était Sean qui devait y aller à la base. C'est ça. Et il se sacrifiait à sa place. Voilà. L'île du diable. C'est ça, l'île du diable, ouais. Et du coup, il s'est sacrifié pour son frère, et là-bas, il a vécu un véritable enfer. Après ça, son comportement, c'est un comportement de stress post-traumatique, et c'est pour ça qu'il n'était pas si gentil que ça au début. Alors moi, je voudrais rebondir sur Andromède, parce que en fait, la chaîne nébulaire, c'est une arme où on peut considérer que c'est pas une arme, mais c'est l'arme qui arrive à passer à travers les dimensions. Et quand la Vierge les envoie dans des dimensions parallèles, la chaîne, elle retrouve toujours la sortie, et elle n'a pas besoin de la chercher, on pourrait dire, avec l'intellect qui prendrait une boussole et qui chercherait à s'orienter. Devant ton micro, Elisa. Pardon, je vais parler mieux. Tu lui dis qu'est-ce qu'elle doit viser, et elle trouve toujours. Et ça, c'est beaucoup plus subtil que les attaques de super points, de comètes et de je sais pas quoi. Et finalement, ça a une espèce d'utilité... pas juste pour le combat, mais avec un champ plus vaste, quoi. Et de même dans la Maison des Gémeaux, c'est la chaîne qui offre le premier indice sur le dénouement de la bataille du sanctuaire.
Et moi, vous me faites venir une autre question en tête, mais je vais répondre à la question. Moi au niveau de la classe, c'est Shiryu. Parce que, bon, bah voilà, un dragon dans le dos, le mec qui est, comme beaucoup de personnages, super arrogant au début, puis après, qui apprend de ses erreurs et qui devient potentiellement, graphiquement, peut-être le plus puissant de tous. Après, bon, moi j'aime beaucoup Shura. Cheveux longs. Ah, pardon. Ouais, merci. Chaque podcast, hein, même les miens, ça revient, quoi. Shura du Capricorne. Contentement, parce que je suis Capricorne et franchement, jusqu'à présent, l'astrologie, j'en avais pas spécialement quelque chose à foutre. Et là, il s'avère que il est décrit comme le personnage le plus droit de l'ordre, et en plus, il a Excalibur quand même secrète, tu vois. Et parallèle avec le combat entre Yoga et Milo, lui, il comprend, mais trop tard en fait, qu'il a fauté. Et ce qui suit est d'autant plus tragique, quoi. Après, bon, ils ressuscitent tous 14 000 fois, mais sur le moment, tu dis putain, on en a non seulement perdu un, mais deux de valeur, quoi, tu vois. Oui, vas-y. Non, mais en fait, oui, sur Shura, oui, là encore, nouveau épisode ô combien tragique. Le bon soldat qui se fait trahir par son lui, supérieur. il lutte pour le système, quoi. Il croit que ça. Voilà. Et il se rend compte, malheureusement, trop tard. Mais il y a un élément aussi quand tu parles des chevaliers préférés. À l'époque, quand on était gamin, en fait, on se référait tous aussi à notre propre signe astrologique. Et on avait hâte de découvrir quel chevalier correspondra à notre signe. Oui, moi, c'était Milo du Scorpion. Alors moi, c'était Aldébaran du Taureau. C'est pas mal non plus. Le Capricorne, j'étais plutôt content. J'ai l'impression qu'un certain nombre de poissons ont été déçus. Mais en tous les cas, j'aurais pas craché. Quand t'étais Cancer aussi, c'était un peu pourri. Oh, j'aurais pas craché d'être le Cancer, mais on avait hâte à l'époque de découvrir notre signe astrologique représenté. Forcément. Toi, c'était quoi, Arnold? Balance. Ça va, tu t'en sors pas mal. Oui, mais quand tu découvres ça gamin, tu dis bof, et quand tu redécouvres Hades adolescent, tu dis ok, c'est bon, je suis le roi du pétrole. Et tu disais Saga, toi, Gémeaux. On me prenait déjà pour un gars pas très sympathique, et voilà. Et du coup, question subsidiaire, quel est, selon vous, le personnage le plus puissant? J'ai la vraie réponse, attention, hein, donc. De toute la saga? On va dire des bronzes pour commencer. Andromède, je pense, ouais. Et pourquoi? À cause de la chaîne, justement, celui qui disait. Alors après, il y a eu une grosse rumeur comme quoi c'était la réincarnation d'Hadès. Alors, non, mais c'est la réincarnation d'Hadès. Mais surtout, en fait, Andromède, c'est le seul chevalier dont l'armure canalise ses pouvoirs, en fait. C'est-à-dire que face au poisson, en fait, il lui explique non, mais j'ai jamais eu besoin de l'armure. En fait, je me suis battu avec les armes que j'avais en possession. Mais mon vrai pouvoir, c'est la tornade nébulaire ou un truc du genre. Et en fait, c'est le seul qui a un pouvoir démesuré, qui s'explique sans doute par le fait que, bon, en plus, c'est peut-être une incarnation d'une autre divinité, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais quand c'était Sébastien, un ex-collègue et pote, qui m'a expliqué cette théorie, en fait, putain, tu vois que par ce genre de petit artifice, que très régulièrement ils te sortent un twist pour te dire ah mais oui, mais en fait ce truc là c'était là depuis le début sous mes yeux, et je me suis jamais rendu compte de ça, quoi. Donc au-delà des chevaliers, les intrigues, les complots, tout ça, je suppose que toi ça t'a pas mal influencé, Nico? Oui, beaucoup, oui, parce que c'est une série où il y a un complot dans le complot. Je crois que c'est pire dans le manga, d'ailleurs. Dans le manga, c'est Hades qui télécommande tout, je crois, depuis le début. Enfin, c'est lui le grand responsable de tout ça. Et tandis que dans la série animée, en revanche, c'est peut-être plus diffus. Je crois que Saga est influencé par son frère jumeau Kanon. Kanon, ouais. Ce qu'on apprend dans Poséidon. Ouais. Et effectivement, il y a des intrigues à tiroir avec des manipulations derrière qui font que des chevaliers, encore une fois, en général pétris d'honneur, se retrouvent à défendre l'inverse de ce qu'ils croyaient défendre. C'est le cas des chevaliers d'or, mais c'est surtout le cas des chevaliers d'Asgard aussi, hein, qui sont à peu près tous sympas, sauf qui sont tous, oui, ouais. Mais un qui est ambitieux. Enfin, il faut toujours une crevure, hein, de toute façon. Mais ils sont à peu près, pour le coup, vraiment tous sympas, et on est en présence là d'une bataille absurde. Et c'est un autre élément qui me plaît dans cette série, c'est montrer le côté absurde de la guerre. C'est-à-dire que finalement, pour moi, c'est une allégorie de la guerre, au sens où on voit sous la forme de ces chevaliers des pays qui s'affrontent, et qui s'affrontent généralement pour de mauvaises raisons. Un chef ou un général qui est un peu trop ambitieux. C'est ça. On voit l'ambition à l'œuvre, on voit la vanité
qui peuvent conduire à des batailles absolument sanglantes. Enfin, faut pas oublier un truc, c'est que ce sont des petits jeunes, hein. Ce sont des petits jeunes qui meurent, qui s'entretuent. Donc c'est une série qui est extrêmement dramatique. On parlait d'Iki qui se fait entraîner sur l'île de la mort. Enfin, c'est une série qui est extrêmement sombre, hein, déchirée et déchirante. Hein. C'est tragique. Et on voit ces petits jeunes qui apprennent à grandir dans un monde extrêmement hostile. Des petits jeunes aussi qui sont victimes des adultes, mais vraiment, et notamment de leur père. De leur père, parce que ce qu'on oublie, c'est que ils sont tous les enfants de Kido. Il a fait un tour du monde de la baise pour que ses enfants aillent se faire sauter pour sa... Non mais c'est horrible. Hashtag balance ton pop. Hein. En fait, c'est dans la mythologie de la mythologie, c'est jamais explicité dans l'animé, mais effectivement, il semblerait que le grand-père de Sawai Kido, en fait, est la réincarnation de Zeus, tu vois, et donc il y a toujours une surcouche de grands dessins. Bon, bizarrement, c'est pas quelque chose qu'on retient quand tu explores le mythe, quoi. Mais dans l'anime, ils sont orphelins. Oui, sauf Yoga qui se rappelle de sa mère. Yoga qui se rappelle de sa mère, ouais. Excuse-moi, j'interviens, mais tu disais un truc sur Shiryu tout à l'heure, donc quoi, c'était ton perso préféré. Justement, le fait qu'il n'a pas de père défini. Alors, juste pour préciser, la petite sonnette que vous entendez, ça veut dire qu'on est à mi-parcours. Très bien. Donc je disais, Shiryu, en fait, même tu pars du dessin animé, c'est le seul qui n'a pas connu ses parents, ce qui lui donne cette droiture supplémentaire. Dans les combats et même dans son rapport aux autres, mais qui justement lui donne. Pas se rappeler de leurs parents aussi. Non, tous les autres ont un rapport. Enfin, Seiya cherche sa sœur, Shun a un frère, Iki fatalement en a un, et Yoga a sa mère, quoi. Donc en définitive, Shiryu c'est le seul qui a pas ses parents, c'est ce qui lui donne cette droiture, mais justement je trouve que ça lui donne une petite couche de psychologie en moins qui le rend un peu moins attrayant. Mais justement du fait qu'ils n'ont pas de père commun dans le dessin animé, ça leur donne peut-être quelque chose de plus intéressant à explorer, je trouve. Qu'est-ce qui vous plaît dans la série en dehors des éléments qu'on a évoqués? Est-ce qu'il y a quelque chose? On a parlé de la musique forcément, où là je pense que c'est une OST qu'on se met très régulièrement. C'est ton cas, Nico. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous vous rappelez que vous voudriez évoquer? Moi, ça m'a donné envie de m'intéresser à des choses, en fait. Je trouvais, par rapport à rebondir un petit peu ce qui se disait avant ça, d'abord, ça donne envie de s'intéresser à la mythologie, ça donne envie de s'intéresser à des mythologies qu'on maîtrise moins, comme la mythologie scandinave, où moi, c'est la première fois que j'entendais parler d'Odin, c'était dans Les Chevaliers du Zodiaque. C'était une ouverture à des surcouches du et même puis, sujet. Finalement, les séries qu'on bouffait à cette époque-là, thématiquement, c'était quand même pas dingue. C'était des histoires héroïques ou des histoires mignonnes, et voilà. Et Saint Seiya, il y avait vraiment une richesse thématique assez importante qui était parfois sous-jacente, et quand tu as 10 ans, tu te rends pas forcément compte des thèmes qui sont abordés. Mais je trouve qu'il y avait vraiment un propos super intéressant, au global, dans tout ce qui est dit. Quelqu'un d'autre? Alors, moi, à titre personnel, en fait, j'ai eu un revival Saint Seiya à la fin du lycée, genre en 99-2000. Je me suis acheté les VHS. À l'époque, c'était chez Manga Distribution. Je pense qu'il y a des gens ici qui voient de quoi je parle. Ça se trouve. Qui ont dépensé beaucoup d'argent là. Exactement. Et oui, 500 balles le coffret, effectivement. C'était un temps. Et de fil en aiguille, j'ai atterri en fac de japonais. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça faisait partie des éléments déclencheurs à titre personnel. Donc, 15 ans plus tard, Saint Seiya a eu une influence sur ma vie. Voilà. Alors, moi, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai passé la trentaine et je fais des arts martiaux historiques européens. Et je suis absolument certaine que c'est dû au style de dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Mais ça, c'est une certitude absolue. Sur France 3, il y avait Prince Vaillant qui passait et je voulais être chevalier de la table ronde. Et pour moi, c'était emballé, pesé. Bon, j'ai compris un petit peu après qu'il allait y avoir certains obstacles. Mais le côté trouver des ressources quand tu es au bout de ta vie, quand tu es au bout de ton moral, quand tu es au bout de tes forces, avoir baigné dans ça dès toute petite, clairement, ça m'a aidé adulte quand on commence à avoir des vrais problèmes. Où si tu trouves pas la solution, personne va la trouver pour toi, et de me dire ok, je vais pas me laisser abattre parce que de toute façon, s'il y a une solution, je vais la trouver. Je pense que le style de dessin animé qu'on avait quand on était petit, notre génération, c'était dans la culture. Et je trouve ça dommage que ce soit moins dans la culture d'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose dont on a tous besoin, parce qu'on aura tous des emmerdes, y compris nos petits-neveux et petites-nièces. Et je sais pas s'ils ont eu des rôles modèles pour leur dire
vous allez trouver des solutions et vous allez vous battre, mais vous êtes suffisamment fort pour le faire. Voilà, moi, c'est ça, c'est un peu l'idée de la force, pas juste la force de nos points, parce que bon, clairement les miens, bon, voilà, hein, mais plutôt la force de pas lâcher le morceau. Est-ce que la série vous poursuit encore aujourd'hui d'une façon ou d'une autre ? Je me mets le générique japonais de temps en temps quand je fais la cuisine ou quand j'ai pas le moral, ça me remet de bonne humeur, j'avoue. Je pose cette question parce que ce que tu viens de dire, Elisa, est une transition tout trouvée sur le fait qu'à l'âge adulte, tu sais, tu dois te trouver une certaine force, une volonté pour payer tes impôts, pour la moindre petite étape de ta vie d'adulte, mais la question est plus large. Est-ce que la réponse de Léonore est tout aussi bonne, Nico, Marc? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rappeler cette série régulièrement? Ce qui nous fait rappeler la série régulièrement, c'est qu'elle existe toujours, ou presque. Il y a surtout ça fait partie de ces franchises qui ont continué à travers le temps, et avec les suites, les spin-offs et compagnie, du Saint Seiya, finalement, on a commencé à en regarder quand on avait 10 ans, et on est 25 ans plus tard, et on continue toujours à regarder du Saint Seiya, ou presque. Vous deux, vous continuez ? Nous sauf Omega, parce que c'était chiant et que c'était un peu compliqué à suivre, mais sinon on a regardé tout le reste, jusqu'à Soul of Gold. D'accord. Soul of Gold, c'était cette série, il se passe au 19e siècle? Non, ça c'était Lost Canvas. Lost Canvas, pour moi c'était super dommage que la série n'ait qu'une saison et qu'elle s'arrête, parce que tout ce qu'il y avait de chiant ou de mal fait dans les séries qui passaient au Club Dorothée a été corrigé. C'est-à-dire que le personnage féminin n'est plus une potiche, alors certes au statut d'une déesse, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses. Et le personnage principal n'est pas platement et bêtement amoureux d'elle, un petit peu comme un Roméo trempé dans du sirop. Et les Chevaliers d'Or ont une dimension beaucoup plus humaine, parce qu'on connaît un petit peu leur vie quotidienne, leur famille. Il y en a un qui recueille des orphelins, et ils sont beaucoup plus intéressants. Et moi j'avais adoré vraiment cette série-là, et j'étais très triste qu'il n'y ait pas de deuxième saison. Tu m'apprends qu'il n'y avait pas eu une suite, le manga. Mais du coup, Marc, tu as l'air d'être calé sur tous les spin-offs, les trucs du genre, parce que moi, j'ai pas suivi plus que ça. Je sais qu'il y en a un certain nombre, aussi bien en manga qu'en animé. Alors, en manga, je peux pas t'aider. Je sais qu'il y a eu beaucoup de parutions, mais moi, j'ai pas vraiment suivi. Après, en série, il y a eu tout l'arc post-Poséidon, donc Hadès, qui va jusqu'à Elysium. Qui est considéré comme de l'OAV plus que de la série. Mais c'est ce que je disais à Arnold tout à l'heure quand il parlait de Doko, de la balance, quand il disait que c'était son perso préféré, parce que quand tu le regardes dans la première série, donc qui fait Sanctuaire, Asgard, Poséidon, et qui s'arrête là, et c'est un drame quand tu apprends des années plus tard à l'apparition du manga que non, il y avait une suite et que ça s'appelle Hadès et que c'est dispo comme manga et que c'est tout moche, et bon tu regardes quand même parce que t'es content de retrouver une certaine Madeleine de Proust adolescent. Et effectivement, et quelques années plus tard, Hadès, qu'ils ont fait ça en plusieurs épisodes assez il y a je sais plus combien il y a d'épisodes entre les découpages, mais il y a Hadès et Elysion, et ça amène à quasiment à une vraie fin, puisqu'il y a un OAV où on voit Seyar quasiment à la fin de sa vie, qui en chaise roulante et compagnie, qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle. C'était pas bon ça. C'était pas très bien ça d'ailleurs. Ouais, effectivement. C'était très bien. C'est marrant parce que là, oui, je te laisse finir. Non, c'était pour dire, voilà, c'est pour moi ce qui m'intéressait dans ces séries-là et qui marche aussi avec Lost Canvas, c'est que je trouvais que Asgard et Poséidon, c'était une répétition du Sanctuaire, parce que c'était toujours avancer, taper des ennemis, avancer, taper des ennemis jusqu'au boss final. Et ces suites-là ont déconstruit un peu, ont essayé de fournir un peu autre chose que cette répétition un peu pénible. Et du coup, il y avait vraiment des histoires. Et c'est vrai que Lost Canvas, c'est un peu triste qu'on n'ait pas eu de fin. Parce que effectivement, avant l'arrivée d'Hadès, il y a eu des films aussi, enfin des moyens ou des courts-métrages. 4, je crois. Alors 5 en comptant celui qu'évoquait Marc. T'avais celui avec Abel qui était le premier à sortir en France et qui était une merveille pour les yeux. Il était sorti en VHS. Un désastre en VF. Oui. Traduction plus que doublage. Pas le doublage. Ouais, j'ai jamais eu le moindre reproche pour le doublage, mais c'était la traduction qui était problématique. Mais 1h30 de baston avec des nouveaux ennemis, des nouveaux dieux surpuissants et un final, putain, mais une apothéose quand tu vois que 3 de tes chevaliers chouchous réussissent à avoir une armure d'or, quoi, tu vois, c'est une sacrée promotion sociale, tu te dis, quand t'es gamin. Mais très déroutant comme film. Hein. Ouais, très presque original. Très original dans le déroulement de l'intrigue, avec une Saori
qui a l'air de les vraiment au début de les laisser tomber. Je me souviens quand j'ai vu le film, ça m'a beaucoup dérangé ça, c'est-à-dire que la princesse à deux doigts de les trahir quoi en fait. Ouais. À deux doigts de les trahir, alors qu'en fait elle a son propre plan. Là-dessus justement, je voulais apporter une précision à propos de Saori. On disait oui que c'est une série où les femmes sont des potiches. Alors effectivement le monde dépeint dans la série est très misogyne puisque les femmes je crois ne peuvent pas devenir chevaliers, il faut qu'en plus qu'elles portent des masques, enfin, c'est vraiment... Elles peuvent devenir chevaliers à condition de renier leur féminité en portant un masque. C'est justement. ça. Et de monter des justes au corps moulants très courts, comme ça elles renient bien leur C'est les années 80. Voilà. Festival cosplay. Mais Saori, c'est comme d'ailleurs d'autres personnages féminins, c'est une femme qui est très intéressante, qui a sa personnalité, qui au début quand elle est petite fille est une enfant pourri gâtée et presque biatch, et qui elle aussi, comme les autres chevaliers qui vont se battre pour elle, va grandir, va évoluer, va se sacrifier. Et devenir une femme forte, hein, vraiment. Certes, elle doit être la personne à sauver de la saga, mais elle joue aussi un rôle pour ralentir la fonte des glaces à cause du réchauffement climatique, à cause de Poséidon. Elle doit aussi, se sacrifier dans le monde même de Poséidon. Donc, dans le film Abel, elle est un peu manipulatrice et extrêmement troublante en la matière. Donc, Saori a une personnalité que je trouve très intéressante. C'est pas une potiche pour ça. Il nous reste quoi, 20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut aussi faire un peu de name dropping justement sur les... Alors, pour lister, il y a eu le Sanctuaire, il y a eu Asgard, il y a eu Poséidon. Première fin, il a fallu attendre plus d'une quinzaine d'années pour voir Hadès, qui s'est écoulé en 3 parties. Entre-temps, il y a eu des OAV et des films... donc des OAV, donc dans l'ordre, on avait dit c'était... Iris, puis Asgard, le Asgard bis, puis Abel, qui était génial, Lucifer qui était moyen. Des choses à dire sur les films des OAV? Bah moi j'aime pas trop, hein. Enfin, je veux pas en parler très longuement, mais ils avaient des problèmes de durée puisque ça durait 1h10, 1h15, 1h20, qu'il fallait en si peu de temps monter toute une histoire avec un méchant inédit, conclure le truc et tout, et c'était toujours un peu la même chose. C'était Seyard à la fin qui prenait l'armure du Sagittaire, il balançait une flèche d'or dans le cœur du méchant et c'était plié. Et du coup c'est pas super intéressant. Vas-y. Moi il y a un truc que j'aimais bien dans le Asgard Beast, qui est pas du tout celui de la série, c'est que Yoga est manipulé. Le seul point qui est un peu cool, c'est la manipulation de Yoga qui porte une armure d'Asgard pendant un moment et qui reprend sa veste et tout. Et qui affronte Shiryu, et ça franchement c'était classe. Le final était effectivement moyen. Abel, c'était un peu plus haut de gamme. Lucifer, ça redevenait moyen. Puis il y a eu le 5e film, là, le Tenkai Hen, je crois, qui lui est sorti au cinéma au Japon et qui était pourri. Qui était pourri et qui était très bizarre en plus parce que ça venait après Hadès, que les gens n'avaient pas encore découvert. Donc tu voyais Seyard qui était en chaise roulante et qui s'était fait massacrer par Hadès, sauf que tu savais pas du tout pourquoi. Et effectivement, c'était assez mal gaulé. J'en garde un souvenir assez flou, moi. Oui. L'avantage des OAV, surtout, il y en a qui étaient vraiment très bien faits, je pense à Asgard et Abel, en termes d'animation, de dessin et même de scénar. C'était aussi leur partition musicale. Mais c'était en méga réduite quand même. Ouais. Mais leur partition musicale était de manière générale plutôt bien faite. Enfin, vraiment, Asgard et Abel, ça tient quasiment du chef-d'œuvre en la matière. La plupart des meilleurs titres musicaux de la saga sont dans ces 2 OAV en définitive. Même dans Iris d'ailleurs, l'aventure Iris comporte des titres intéressants. Et ce qui est marquant, c'est qu'il y a une homogénéité dans l'ensemble de la bande son, sauf jusqu'à Hadès où là il n'y a pas beaucoup de compositions originales, où ils ont repris des trucs. On disait tout à l'heure en off, le thème d'Orphée, c'est celui justement de la lyre chez Asgard ou un truc du genre, et c'était un peu déceptif de ce point de vue là. Mais sinon, super homogénéité. Sinon, on a commencé à évoquer les spin-offs tout à l'heure avec Lost Canvas, qui était le 2e ou 3e, qui donc raconte la précédente Guerre Sainte, celle où justement le maître de Mu du Bélier, dont j'ai oublié, Chion, et Doko de la Balance étaient les seuls survivants. Il y a eu épisode G qui apparemment n'a pas duré longtemps, c'était juste une moyen de faire quelques chevaliers d'or dans un style shoujo qui se tatanait. Next Dimension, ça c'était Masami Kurumada qui revenait pour un... C'est du manga tout ça. Tout ça c'est du manga, ouais. Qui revenait juste pour montrer, regardez mes chevaliers d'or comme ils sont jolis, à l'époque de la Première Guerre aussi. Et il y a eu Sentia Show, vous avez entendu parler de ça ou pas? Vaguement, moi. Vas-y. Alors de ce que j'en sais, c'est une espèce d'équipe parallèle qui était composée de chevaliers féminines, dont le petit cheval,
pour faire le parallèle avec Pégase. Ouais, et c'était sorti très récemment. C'est sorti très récemment et c'était des personnages qui agissaient dans l'ombre de l'intrigue principale. Donc c'était censé être en parallèle de l'intrigue principale et c'était censé être des gardiennes d'Athéna qui venaient, ce qui a aucun sens en fait puisque les chevaliers sont les gardiens d'Athéna. Donc il y a pas de il n'y a pas d'équipe secrète qui fait des trucs dans l'ombre, ça. Et ça, apparemment, ça s'immisçait en parallèle. Mais il me semble, alors je vais peut-être dire une grosse connerie, que la base de ce truc-là, c'est une fanfiction. C'est une fanfiction qui a été récupérée par l'éditeur, qui s'est dit on va prendre ce truc-là et on va le développer. Pour en faire un truc girly. Pour en faire un truc girly, essayer d'attirer un peu le public féminin, qui n'était pas déjà, ce qui n'a pas de sens, puisque c'était déjà lu par des Elisa filles, en fait. Sophus qui est à côté. Bah oui, bien sûr. On était déjà là. Voilà. Mais du coup, ça, je crois pas qu'il y ait eu d'adaptation animée. Non, ça n'a pas été adapté. Il y a eu le Soul of Gold dont vous parliez tout à l'heure. Là. Ça, j'ai très rapidement regardé. Vous pouviez en parler un petit peu ? Ouais, alors ce sont des chevaliers d'or qui, après la bataille d'Hadès, se retrouvent renvoyés à Asgard. Et c'est une espèce de suite d'Asgard avec uniquement des chevaliers d'or et le chevalier du lion en personnage principal. Et ça va pas mal contredire un petit peu Asgard avec une... Encore Ouais, encore, c'est encore... Ça se passe après, c'est assez flou. Et moi, ça m'a un peu perturbé. En fait, dès que dans Saint Seiya, il y a un truc qui vient contredire ce qui a été fait avant, ça a tendance à me hérisser. Et ça a pas mal marché. Alors, dans mon souvenir, ça contredisait pas. Ça se passe après Hadès. Donc tous les chevaliers d'or sont morts. Mais on leur accorde une espèce de supplément de temps pour qu'ils aillent accomplir une mission. À Asgard et ils sont les premiers surpris à être vivants et ils se réveillent en disant un peu mais qu'est-ce que je fous là et on voit les aventures individuelles de chaque chevalier d'or où on apprend à connaître un petit peu leur caractère. On apprend notamment que Deathmask est pas du tout un connard contrairement à ce qu'on imaginait. Il y a des limites là. Déjà, et à la fin ils se retrouvent. Ils ont une petite rédemption, la Deathmask et le chevalier et Aphrodite du poisson, comment dire, dans Hadès, où en gros tu les vois avec un petit rectus, tu fais non mais non, tout ça on faisait semblant d'être des méchants. Ils jouaient bien. mais ça c'était 20 épisodes, un truc du genre ça a été diffusé il y a 1 ou 2 ans, un truc du genre. Ouais, c'est assez récent, il y a 12 épisodes je crois. Moi ce qui m'avait choqué aussi dans les trucs qui vont contredire, c'est qu'ils sortent toute une nouvelle génération de chevaliers d'Asgard dont on n'avait jamais entendu parler. Tous les anciens sont passés à la trappe. Bah, ils sont morts les anciens, ils se sont fait tuer dans Asgard. Mais normalement l'armure est censée passer à une génération d'après et il n'y a pas de mention à ça à aucun moment dans la série. Ah non, mais ils affrontent d'autres chevaliers d'Asgard, c'est ça? Ouais. Et Senseiya Omega, qui est le truc le plus récent, c'est en gros c'est une suite aussi. Ouais, Omega c'est la vraie suite des Chevaliers du Zodiac, donc c'est vraiment une génération après, avec un nouveau personnage qui récupère l'armure de Pégase. Et alors moi j'ai vu que le début, là aussi c'était très bizarre parce que ça contredisait le reste. Les armures étaient devenues miniatures, se miniaturisaient dans des pendentifs et dans des cristaux. L'aspect zodiaque était plus vraiment mis en avant. Il nous avait fait une espèce de George Lucas avec des midi-chloriens un peu dans cette histoire-là pour réexpliquer le cosmos. Ne prononcez jamais ce mot. Les nouveaux jeunes allaient... Les nouveaux allaient dans une espèce d'école qui ressemblait un peu à Poudlard parce qu'il y avait eu l'influence de Harry Potter qui était passée par là. C'est très spécial. Et à la fin, en fait, à la fin de la première saison, ils se sont rendus compte que c'était un peu le foutoir. Et ils sont revenus. Ils ont essayé de ramener ça. Ils ont ramené les anciens chevaliers de bronze qui sont devenus des chevaliers d'or. Et ils ont fait. Alors moi je l'ai pas vu, mais ils ont fait un nouveau sanctuaire où ils réaffrontent d'autres gens et avec les anciennes histoires en parallèle. C'est assez le bordel. Il n'y a eu que 2 saisons. Et en fait, je pense qu'il y avait une volonté de rajeunissement, tu vois, des armures dans des cristaux, tu peux vendre des pendentifs en jouets, en plastique aux gamins. C'est plus facile que des armures. Il y avait une volonté de rajeunissement, sauf que derrière, l'ancien public n'a pas suivi et a pas trop emmené avec lui la nouvelle génération. Et on ne peut pas ne pas parler du film en 3D qui est sorti il y a 2 ans, 3 ans, un truc du genre. 3 ans, je crois. Qui parlait même créateur que le même studio qui avait fait Albator 2-3 ans plus tôt, qui était déjà un beau navet. Qui l'a vu? Non. Moi j'ai vu Albator. C'était pas bien. J'ai vu avec toi. Ouais. Saint Seiya, le film. J'ai trouvé que c'était assez beau.
mais que c'était complètement nawak, quoi. Mais j'ai trouvé graphiquement, vraiment, j'en ai eu pour mon argent pour le coup. J'avais vu la bande-annonce, j'ai trouvé que visuellement c'était très beau. Après, il y a des séquences, il y a des séquences prises séparément qui sont cool. Le combat du début, une séquence sur le pont, il y a des idées, disons. Les armures sont très high-tech, enfin très, très modernisées, c'est grosse tatane et très... J'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Hein, il y a un des chevaliers de bronze qui fait de la moto. Je me demande si c'est pas Yoga qui a une moto. C'est pas impossible. Ouais. En fait, ils ont des attitudes un peu crâneuses d'ados de 15 ans. Maintenant, c'est limite, ils ont pas les écouteurs avec l'iPod, des choses comme ça sur leurs cheveux extrêmement brushingés. Mais il a 13 ans, il fait de la moto. Non, mais, oui, c'est ça. Et il a son propre appart aussi, vous le rappelez. Son propre appart, son propre bail. Oui. Mais non, il y avait une dimension humoristique qui fonctionnait pas en fait. Notamment, il y a un des chevaliers d'or qui danse et tu fais, je crois que c'est le taureau peut-être ou le cancer. Le cancer. Le cancer a un numéro musical et toi tu es là et tu veux de l'action et tu découvres que le cancer danse et qui ressemble à Jack Sparrow. Ouais. Et il y a une histoire avec le taureau aussi qui fait que manger, je crois. Je sais plus quoi. Il est attablé. Il les accueille attablés. Parce que on peut dire aussi que l'histoire c'est un reboot du Sanctuaire, donc ils refont le Sanctuaire à grande vitesse. Et il y a vraiment des moments où c'est n'importe quoi. Et ça va. Moi, je trouve ça très bizarre et ça casse un peu le truc parce qu'il y a des moments cool, il y a du rythme, l'animation est chouette et puis à côté de ça, t'as ces moments des personnages que t'aimes bien en plus de la série d'origine que tu vois parce que c'est un film qui est sorti pour un anniversaire donc t'es censé imaginer un hommage cool et du fan service et tout et t'as le cancer qui danse quoi. Non, c'est pas possible. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de souvenirs du truc. C'était assez insignifiant en termes d'impact pour les fans, j'imagine. Mais il y a encore un truc qu'on a oublié de citer, mais c'est parce que ça va venir. C'est la série Netflix. C'est la série Netflix qui est prévue pour Et là, apparemment, Eleonore l'apprend. Il y a une série de 13 épisodes qui est prévue pour, on sait pas trop quand d'ailleurs. Stranger Saint Seiya. Qui est prévue là, en fait, ça a été annoncé, donc la prod a dû commencer et le temps que ça se fasse. On n'en sait pas grand-chose, à part qu'ils ont annoncé 2-3 noms. Ils ont annoncé 2-3 noms, ils ont annoncé que les scénaristes allaient être américains. Donc c'est une coproduction japonaise-américaine avec de l'animation japonaise et des scénaristes américains qui sont passés par des séries de super-héros et ce genre de choses. Moi je suis assez curieux de ce que ça va donner. On ne sait pas ce que ça va raconter. Il n'y a qu'une affiche, il y a un titre, Knights of the Zodiac, on verra bien. De toute façon, ça tombera dans nos Netflix un moment ou un autre. C'est devant ton micro. Pardon, j'ai cru que c'était. J'ai vu passer l'affiche et j'ai cru que c'était un fan art. Un fan art, ouais. Eh ben non, c'est vrai, c'est officiel. Donc on verra bien. La question un peu rituelle que je poserai à chaque émission à un moment différent à chaque fois, c'est est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que ça se regarde encore? Est-ce que vous avez regardé la série il y a peu? Moi, c'est une série que j'ai découvert et redécouvert à plusieurs reprises. Il y a eu les années 80, puis l'apparition du manga traduit en français dans les années 90, puis à nouveau les cassettes vidéo, puis la saga Hades. Donc c'est une série que j'ai redécouvert pas mal de fois. Mais j'ai du mal à voir les suites en fait, pour une raison vous pourrez trouver peut-être assez bête, mais moi je suis très attaché au doublage d'époque, des années 80. Je trouve qu'ils avaient beau être 4 ou 6, je crois, à faire plusieurs voix. Je trouve que les comédiens français qui se sont attaqués au doublage l'ont fait de manière absolument remarquable. C'est un travail que j'admire terriblement, et pour moi il est inimaginable que les chevaliers de Zodiac, quel que soit leur camp, aient des voix françaises différentes de ceux que j'ai pu entendre à l'époque. Ouais, alors c'est vraiment le petit hommage que je voulais rendre aux doubleurs français, Éric Legrand, Henri Djanik, Marc François, Serge Bourrier. Et autres que j'oublie, mais vraiment je suis très attaché à ce doublage là. Ils ajoutaient une classe au personnage, une grande noblesse parfois même, une profondeur d'esprit, et on avait beau entendre leur voix incarner au moins 7 personnages, parfois même dans le même épisode, bon c'est pas grave, mais ils y arrivaient avec talent. Moi j'ai mis du temps à découvrir que Yoga et Shiryu étaient doublés par la même personne. Et que Sean avait la voix de Siegfried et de quantité d'autres personnages. J'ai mis du temps, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit chapeau quand même l'artiste, on a quand même de bons doubleurs, ou on avait quand même de bons doubleurs en France.
Dans les tout premiers épisodes, Sean est doublé par une femme. Parce qu'il savait pas. Il savait pas l'air il efféminé, avait, donc ils se il sont avait dit, les cheveux longs, une armure rose, ils se sont dû se dire c'est une nana. Et sinon, pour répondre à la question, est-ce que vous Mais avez... je suis assez d'accord avec cette histoire de doublage en fait. Pour moi, alors ça fait certainement partie de ma Madeleine de Proust, mais du coup, revoir aujourd'hui Saint Seiya peut-être même en japonais sous-titré, ça me ferait pas le même effet que le voir en VF. Encore que le voir en japonais sous-titré, mettant une certaine distance, ce serait peut-être plus simple. Mais le voir en VF avec un nouveau doublage, ce serait compliqué. En revanche, selon moi, le début de la série, au moins la bataille du sanctuaire, ça n'a pas vieilli. On peut encore le regarder aujourd'hui. Après, est-ce qu'on est prêt à regarder de l'animation des années 80 vu l'évolution des techniques d'animation? Il y a ça aussi. Vous en pensez quoi? Moi, il y a deux choses que je trouve difficiles aujourd'hui. C'est le recyclage de scènes. Oh, des escaliers, oh, les cailloux, mes mortels ennemis. Oh, il y avait un pilier judicieusement placé derrière ce personnage quand on l'a éjecté. Ça, c'est un peu difficile. Et la deuxième chose qui est difficile pour moi, c'est que c'est grandiloquent. Et qu'en fait, dans les années 80, ça passait crème parce qu'il y avait un peu une ambiance comme ça dans tout. Et là, la droiture impeccable pour l'amour, la justice et l'amitié et je sais pas tout quoi. C'est un peu difficile aujourd'hui que les personnages soient aussi monolithiques dans leur trip. Et des fois, je suis légèrement embarrassée où je me dis ah ouais, il y a pas... C'est un petit peu changé. Il n'y a pas le petit auto-recul que les personnages ont maintenant, qui n'est pas toujours bien géré aujourd'hui, parce que souvent c'est camouflé sous de l'humour un peu débile, qui apporte rien, genre Deadpool et compagnie. Genre, je suis une personne droite, mais comme c'est pas classe de le dire, je vais pas le dire et je vais faire des blagues de cul à la place. Ça, j'aime pas. Mais le côté très monolithique, moi j'ai un petit peu du mal avec ça. Mais probablement si j'étais toute seule devant ma télé, j'aurais un peu plus de facilité à me laisser aller qu'en regardant ça avec d'autres gens et à me dire j'aimais bien ça moi quand j'étais petite. Marc? Moi, je suis un peu partagé. Je le reverrai sans doute par nostalgie. Après, entre l'animation qui a vieilli, des choses, des passages qui me plaisent moins. J'ai toujours jamais trop accroché avec la période de Chevalier d'Argent, par exemple. Est-ce que j'ai le courage de me retaper tout ça? Pas vraiment. Après, c'était cool. Je suis toujours content, moi, d'aller de l'avant, en fait. Je suis bien content d'avoir découvert toutes les suites qui ont suivi. Je suis très, très curieux de voir ce que Netflix va faire. Voilà. Arnold? Moi, je vais rebondir sur un truc dont personne n'a vraiment parlé, qui a encore le temps. C'est la série abrégée qui est sur YouTube. On en a parlé, mais c'était juste qu'on n'était pas des trucs les plus drôles de ces dernières années sur la plateforme YouTube, et que j'ai beaucoup de potes qui ont découvert la Saint Seiya via la série abrégée, et qui après, en fait, en définitive, ont maté la série grâce à ça et sont devenus fans. Donc, comme quoi, il y a, même par la connerie et par l'hommage sincère et vraiment bien foutu, il y a encore plein de trucs à découvrir. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps justement avec des potes pour ces raisons-là, et je trouve que ça se regarde encore pas trop mal, effectivement, à part quelques fillers qui sont qui ont un peu de mal et quelques répliques monolithiques, mais à part ça, ça reste aussi ma Madeleine de Proust. C'est encore quelque chose que je recommanderais à des jeunes générations, entre guillemets. Et c'est vrai que la série abrégée, ça peut être un moyen, de ne pas perdre autant de temps en regardant l'ensemble, et en plus de se marrer, de redécouvrir les moments sympas sous un nouveau... Des escaliers, j'en ai marre des escaliers. Mais c'est une déclaration d'amour à la série en plus. On sent que les mecs connaissent par cœur la moindre faiblesse. Moi, quand j'y repense, il y a un truc que je regarde de temps en temps, c'est l'épisode d'Hadès de la baston entre Doko de la Balance et Chion du Bélier, parce que quand j'ai revu ça ado, c'était très clairement s'appuyer sur le bouton Madeleine de Proust, et c'était juste dantesque en fait. C'est hyper bien. Ouais. Je crois que je dois mater une fois par an, un truc du genre. Je me rappelle, et ça c'était bien, et là je le balance. Mais sinon, je suppose que ma chérie voudra pas regarder 3 saisons d'un nouvel animé dont elle n'a en plus pas grand chose à foutre. Mais c'est pas grave, je me ferai un petit best-of dans mon coin. Et on arrive à l'heure, et on n'a même pas eu le droit au gong, donc c'est vous dire si on est bien discipliné. Justement, le mot de la fin, qui veut l'avoir? Oui, le mot de la fin. Non, c'est une série qui pour moi gagne à être découverte par les jeunes générations. Même si on dit que c'est peut-être trop solennel, je sais pas. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une série qui, au contraire, du point de vue scénaristique et même dessin, n'a pas trop mal vieilli, et qui véhicule des messages d'espoir, tels que face à l'adversité, tu ne peux t'en sortir qu'en bougeant ton cul, mais tu pourras aussi peut-être parfois compter sur tes amis, et c'est vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur. Il y a énormément de messages qui pour moi me plaisent en fait dans cette série. Quelqu'un d'autre?
Non, on est d'accord, c'est carrément une série qui mérite d'être confiée à de jeunes générations, surtout les gens qui sont merdes devant 1000 épisodes de One Piece et qui commencent à en avoir marre. Passez à autre chose et regardez Saint Seiya. On va en terminer là. On va vous rappeler où on vous retrouve, Nico, en librairie. La permanence juridique du sanctuaire, évidemment, mais également dans les meilleures librairies et notamment les Fnac, effectivement, et à mon cabinet d'avocat. Donc la guerre germano-soviétique et la guerre du Pacifique, chez Talandier, et encore une fois dans les meilleures librairies. Éléonore ? J'ai publié une trilogie de romances historiques qui s'appelle La famille d'Arsac aux éditions Milady Romance. Et sinon, j'ai une page Facebook, Éléonore Fernay, Fernayke. Oui, je sais, c'est moi qui te l'avais ouvert à l'époque. Elisa ? Alors moi, j'écris pas de choses dans la pop culture. Mais t'as le droit de faire ce que tu veux, de nous dire ce que tu veux. Alors moi, j'anime des ateliers de développement personnel et mon site internet, c'est www.rayon, comme le verbe, .net. Merci. Et Marc, on se retrouve bientôt chez CloneWeb. Quand tu veux, ouais, sur cloneweb.net, CLONEWEB, et ça marche sur tous les réseaux sociaux. Mais écoutez, merci à tous. Là aussi, on va se quitter en musique. D'ailleurs, je vais faire appel à vous. Je ne vais pas vous montrer donc, pourquoi tout de suite. On se retrouve sans doute dans 15 jours, sauf s'il y a pause hivernale, je ne sais pas trop encore. On parlera sans doute de L'Arme Fatale. Fallait bien que le titre de cette émission fasse un hommage plus direct à la série de Richard Donner. C'est Richard Donner ? J'ai pas de bêtises. Richard Donner, j'ai un doute. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao. Kishimeta Koko no Kosumo Kakusumo yaze Kiseki wo okose Kizukita Mama ja inai to Shikaita Haruka nagi ga Pegasus Fantasy Yurei wa 誰も呼ばない心の翼だ先生や住めままにな先生や明日の床おいで先生や手軽のように先生や今こそ畑En fait, on a constaté. Allez, on refait.